Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine sur les plateaux de C24+, sous la paillote. Sous la paillote, c'est un magazine de ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Si vous aimez la République démocratique du Congo, vous devez aussi aimer les magazines sous la paillote. Aujourd'hui, sur notre plateau de C24+, dans le cadre de ces magazines sous la paillote, on reçoit pour vous Maître Jean-Claude Katende. Maître Jean-Claude Katende, il est président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme et il a voulu être avec nous sur ce plateau pour qu'on échange avec lui sur certaines questions qu'on se pose. Et lui, en tant qu'acteur de la société civile, un défenseur des droits de l'homme, on va échanger avec lui sur les 3 semaines déjà passées depuis qu'on a lancé la campagne électorale pour les élections du 20 décembre, dans quelques jours, par la CENI. Il va aussi parler de certains messages donnés par les candidats chefs de l'État, candidat député à la députation nationale, à la députation provinciale, comme conseiller communaux. Il va aussi parler. Et il va aussi dire un mot de désistement de certains candidats à la présidentielle. Ce sont des candidats qui se sont amenés devant la population, devant la société civile, avec leurs projets de société. Et d'un coup, ils ont désisté. Et il va aussi dire un mot par rapport à ces désistements. Avec Jean-Claude Katende, on va parler aussi du processus électoral. On a vu comment s'est déroulé tous les calendriers donnés par la CENI. Est-ce qu'avec ces calendriers, on aura les élections crédibles, apaisées, démocratiques, comme voulu par tous? Et lui, en tant que société civile aussi, il va aussi dire un mot par rapport à la guerre à l'Est. C'est devenu une affaire pour s'enrichir du côté politique. Et du côté service de sécurité, comment ça va se dérouler avec lui? Alors, c'est avec toutes ces thématiques ici qu'on va échanger avec Jean-Claude Katende, que je salue. Bonjour, président Jean-Claude Katende. Bonjour, monsieur Michel. Je sais que vous êtes avocat aussi. Vous n'êtes pas seulement président de l'ASADO, mais vous êtes aussi avocat de carrière. Tout à fait. Je suis avocat, ça fait plusieurs années. J'ai été admis à la liste des stages du barreau du Haut-Katanga depuis 1999. Cela veut dire que ça fait 24 ans jour pour jour que je suis avocat ici en République démocratique du Congo, avocat au barreau du Haut-Katanga. Merci beaucoup. Là, C24 a un privilège de vous recevoir aujourd'hui après ces années comme avocat. Oui, je pense que c'est un privilège pour vous, mais aussi un privilège pour moi. C'est la première fois que je suis invité sur ce plateau pour pouvoir parler des questions très importantes, surtout par ce temps qui court pour la République démocratique du Congo et pour les Congolais et Congolaises. Et je pense que l'occasion qui m'est donnée pour apporter de la voix à ce qui se passe demeure pour moi une forte opportunité. On commence avec la question de la campagne électorale. Ça fait déjà 3 semaines, parce que dans presque 10 jours, il y aura les élections, t'as entendu, combinées. Dans 3 semaines, vous avez suivi, comme société civile, les discours des candidats à la présidentielle, à la députation nationale, à la députation provinciale et comme conseillers municipaux. Quel mot pouvez-vous dire par rapport à tous ces messages-là devant la population? D'abord, il est important de relever qu'il faut se féliciter du fait que la campagne électorale a mobilisé les grands acteurs. Parmi eux, d'autres avaient des réserves par rapport au processus, mais maintenant, leur implication donne un plus à ce processus. Mais quand vous suivez la campagne électorale, il faut en faire une évaluation. C'est d'abord une chose que beaucoup y participent, mais quand on fait l'évaluation, on voit quand même que cette campagne ne respecte pas la loi électorale qui organise, n'est-ce pas, la campagne électorale. Dans ce sens que vous avez notamment des candidats présidents de la République comme députés nationaux, provinciaux, mais aussi les conseillers municipaux
qui affichent leurs effigies sur les bâtiments publics, alors que cela est interdit par la loi. Et là, je parle de tout le monde sans exception aucune. De la présidence, à la municipalité. À la municipalité. Et la question que je me pose, quand vous avez des candidats, des équipes de campagne de candidats, qui ne maîtrisent pas la loi électorale en ce qui concerne la campagne électorale et qui se permettent d'afficher les photos, les images des candidats, même sur les bâtiments publics, sur les biens publics, alors que cela est interdit, ça pose des questions. Un autre problème, c'est que pendant cette campagne, nous avons constaté que dans certains coins de la République, il y a des candidats qui ont vu leurs photos déchirées par les partis adverses, par les camps adverses. Cela n'est pas une bonne chose pour notre démocratie. Il est clair que tout le monde doit savoir que dans la démocratie, et surtout pour les élections, il y a de la place pour tout le monde, à condition qu'on respecte les règles. Troisième chose, c'est le fait qu'il y a des candidats qui considèrent que certains coins de la République leur sont réservés. Députés, présidents, candidats président de la République, députés, ainsi que les autres. Ça montre quelque part que l'esprit démocratique, l'esprit qui veut que tout le monde aille partout pour mobiliser les citoyens en sa faveur, cet esprit ne s'implante pas progressivement dans notre pays. Et enfin, vous avez entendu qu'il y a certains candidats qui se plaignent du fait qu'il n'y a pas de kérosène pour pouvoir leur permettre de pouvoir affréter leurs avions et aller dans tous les coins de la République. Il est clair que pour nous, la campagne électorale doit se jouer sur les pieds d'égalité. Il faut que tout le monde ait les mêmes chances, ait les mêmes avantages qui sont offerts par la loi de la République pour que chacun, s'il échoue, qu'il échoue tout en étant conscient qu'il a fait la campagne et que ça n'a pas marché, et que s'il réussit, qu'il soit content de réussir pour avoir été partout et pour avoir fait ce qu'il faut faire. Dans le contexte actuel, je pense que beaucoup de citoyens ont des préférences. De dire nous allons voter X, nous allons voter Y, ce qui est une bonne chose. Mais il est clair pour nous que nous, en tant qu'organisation de droits de l'homme, ce que nous voulons est que le droit de chacun soit respecté et que le meilleur d'entre tous ces candidats au niveau de la présidence, au niveau de la députation, comme au niveau des municipalités, que le meilleur gagne. En regardant tout ce que vous venez d'épingler comme problèmes qui ont surgi pendant cette période de la campagne, dans trois semaines qui viennent de se dérouler, quelle chance vous allez donner les retombées vont créer quoi? Vont créer des élections apaisées. Il n'y aura plus encore de contentieux qui vont plonger les pays dans le chaos? D'abord, il est clair que nous revenons sur ces choses pour qu'on apprenne, pour que les prochaines élections soient améliorées. C'est vrai que c'est une campagne qui crée des frustrations. Quand vous prenez par exemple l'accès des candidats aux chaînes officielles, à la chaîne publique qui est la RTNC, vous allez voir que là-bas aussi, la discrimination est grande. Vous allez voir que la campagne se concentre plus sur le président de la République que sur les autres candidats. La RTNC devrait faire un effort de suivre chaque candidat et de ramener auprès de la population ce que chaque candidat fait. Parce que la RTNC, c'est une radio et télévision qui appartient à tous les peuples congolais et il faut ce bénéfice-là. Maintenant, quand il y a des frustrations pendant la campagne, parce que l'effigie de tel a été déchirée, parce que tel n'a pas accès aux médias publics, parce que tel a été battu par les fidèles ou les adeptes de tel autre,
je pense que ça crée des frustrations. Or, nous avons besoin non seulement qu'on gagne les élections, mais nous voulons qu'au sortir de ces élections, que deux choses importantes soient préservées. C'est la cohésion et l'unité nationale. Et quand les deux sont préservés, la conséquence finale, c'est que nous aurons la paix. Et la paix, elle est importante pour ceux qui vont gagner, comme aussi pour ceux qui vont perdre. Mais nous avons vu, c'est ça qu'a pu organiser un peu des émissions avec surtout les candidats à la présidentielle. Et là, la porte a été ouverte pour tout le monde, mais ça, il y a ceux-là qui ne manifestent pas l'intérêt de participer dans cette émission. Initiée par, c'est ça. Vous avez parfaitement raison. Mais il n'y a pas que ces émissions. Ces émissions, moi, je les suis. J'ai suivi hier, avant-hier, c'était Monsieur Tchani. Avant-hier, c'était Monsieur Tchani. Hier, c'était Madame Billet, je crois, qui est passée aussi là-bas. C'est vraiment une bonne opportunité qui est donnée aux Congolais de découvrir ceux qui ont la prétention de nous diriger demain. Mais est-ce que cela suffit? Nous voulons que les avantages qui sont offerts au président de la République, qui est candidat à sa propre succession, soient offerts aussi aux autres. La RTNC se concentre plus sur le président de la République que sur les autres. Mais ce qu'ils oublient, c'est que demain, parce que c'est le peuple qui va décider, ça peut être un autre président que le président de la République. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'ils n'ont pas joué franc jeu. C'est pour ça qu'il est important que la RTNC se mette, comme ils ont toujours dit, une église, pas au coin du village, parce que maintenant, là, on a l'impression que la RTNC est devenue une église au coin du village au lieu d'être au milieu du village. Parce que nous parlons de candidats à la présidentielle, il y a eu aussi certains désistements. Bien avant cela, ces candidats qui ont désisté, ils avaient présenté leur projet de société à la population que vous êtes. Et qu'ils ont désisté maintenant pour adhérer en faveur d'autres candidats. Comment vous avez trouvé ça comme société civile? Ils vous ont consulté. Est-ce que la population se retrouve dans ces désistements ou soit là c'est leur intérêt privé et la population est loin de ces comportements-là? Il est à remarquer que d'abord, tout se fait sur base de l'opportunisme. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de valeurs. Si vous suivez l'histoire de tous ceux-là qui ont rallié telle ou telle autre personne, à un moment donné de la vie politique dans ce pays, ils se sont critiqués mutuellement. Tel est un voleur, tel est un criminel, tel est ceci, tel est cela. Qu'est-ce qui a changé au jour d'aujourd'hui? Pour que X, qui a critiqué Y, aille se rallier à Y. C'est ce que j'appelle, c'est de l'opportunisme. Il n'y a pas, en fait, dans le fond, les idées qui convergent ou les valeurs qui puissent permettre à ce que ces gens se mettent ensemble. Il y a parmi eux ceux qui ont été dans la rébellion, qui ont le sang de Congolais sur leurs mains et qui ont été critiqués par les autres. Il y en a parmi eux ceux qui ont été impliqués dans les détournements des fonds de la République, qui ont été critiqués par les uns comme par les autres. Et d'un coup, nous nous rendons compte qu'il y a un rassemblement. Ce rassemblement s'est fait sur base de quoi? Je crois que les gens se posent ce genre de questions. Et non, nous pouvons tout simplement dire, ils ont dit qu'il fallait donner la chance à celui d'entre nous qui pouvait gagner les élections. Ça, je dis que c'est le pouvoir pour le pouvoir. En fait, ils se sont rangés derrière un candidat parce qu'ils estiment que lui, il peut nous donner l'opportunité d'accéder au pouvoir. C'est ça le fond. Parce que quand vous avez des convictions, même si aujourd'hui, vous n'avez pas l'occasion d'accéder au pouvoir, mais vous y travaillez, tout en vous disant que si je ne réussis pas à ces élections ici,
Je vais continuer à travailler sur mes convictions pour qu'en 2028, que je me représente encore. Il y a eu des présidents à travers le monde qui ont participé à 3 ou 4 élections avant d'être élus. Mais ces gens se battent de cette façon-là parce qu'ils ont des convictions. Mais ici, les gens se battent non pas pour que leurs convictions soient soutenues par le peuple, soient ancrées dans le peuple, mais les gens se battent pour accéder au pouvoir. Et donc, je peux renoncer à mes propres convictions, je peux renoncer à mes propres valeurs pour aller vers un des candidats qui démontre que lui, il peut prendre le pouvoir et donc je vais profiter par lui. On ne construit pas. Vous savez, devenir président de la République, c'est en fait une ambition qui se construit au jour le jour. Aujourd'hui, vous participez à une élection, vous avez 12%, vous y travaillez encore pendant 5 ans pour que la prochaine élection, que vous puissiez vous représenter parce que vous avez des convictions. Et quand vous suivez tous les candidats qui ont désisté, quand ils ont parlé, vous sentez que ces gens ont quelque chose à donner à la République. Et il y avait des Congolais qui se disaient non, on peut lui faire confiance. Et d'un coup, on arrête cette course, on se rallie à quelqu'un sur base tout simplement de l'avidité d'avoir le pouvoir. Parce que comme vous le savez, en République démocratique du Congo, ceux qui sont au pouvoir sont dans le paradis et ceux qui sont avec le peuple sont dans l'enfer. Et tout le monde n'a pas besoin de rester dans l'enfer, il doit aller là-bas. Et aussi chez nous, l'accès au pouvoir signifie accès aux avantages matériels et financiers. Et donc, personne ne peut attendre qu'il perde aujourd'hui et qu'il recommence demain. Le problème, c'est quoi? On n'a pas de conviction, on n'a pas de valeur. Jean-Claude Katende, en tant que président de l'Azado, vous avez trouvé qu'on n'a pas de politique en principe par rapport à ceux qui ont désisté. Comment, en tant que société civile, vous pouvez amener à éduquer la population à faire un bon choix? Je pense que le travail d'éduquer la population, c'est un travail énorme que les organisations de la société civile, comme la nôtre, de la société civile dont je suis membre, nos organisations sont très pauvres. Pauvres d'abord en matière de moyens, pauvres aussi en matière de personnel. Ça veut dire en d'autres termes qu'aujourd'hui, l'Azado ne peut pas prétendre qu'elle peut former 20 000 Congolais sur les questions, n'est-ce pas, d'opérer un bon choix. Ça doit être un travail d'abord qui revient au pouvoir, c'est-à-dire au régime, au gouvernement. Parce qu'un régime, un président de la République et son gouvernement, ils savent qu'ils sont là de manière temporelle. Et qu'à un moment donné, ils vont quitter le pouvoir. Mais s'ils ont à l'esprit de construire une démocratie, ils vont travailler à former le peuple, pas pour qu'on les lise, mais pour que le peuple ait conscience à chaque moment d'élire des hommes et des femmes qui conviennent, que ces hommes soient du pouvoir ou qu'ils soient de l'opposition. C'est cet esprit qui manque à nos dirigeants, de construire pour la nation. Parce que quand les partis politiques parlent, ils veulent construire pour eux-mêmes. Mais il faut construire pour la nation et c'est ce qui manque. Maintenant, ce travail de faire un bon choix, ça doit être un travail qui concerne toute la communauté. Les églises doivent pouvoir former les fidèles pour ça. Parce que un fidèle dans une église n'a pas seulement besoin d'écouter la parole de Dieu, mais il vit dans une société qui a ses problèmes. Et donc, les églises doivent jouer ce rôle, les ONG doivent faire la même chose, une organisation comme la CENI doit faire le même travail. C'est en fait un travail qu'on doit faire même dans les écoles. Comment éduquer nos enfants à faire des choix qui ne sont pas basés sur les intérêts personnels, à faire des choix qui ne sont pas de nature tribale, à choisir quelqu'un d'abord pour ce qu'il est, sa capacité à soutenir
sa société. Mais dans ce contexte, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Azado? Nous avons un programme aujourd'hui sur les élections et la semaine dernière, nous avons été à Maluku pour parler avec les habitants de Maluku sur comment faire un bon choix. Mais est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a d'autres communes qui ne bénéficient pas du même programme. C'est pour ça que j'estime que cette éducation civique doit être soutenue par le pouvoir, doit être accompagnée par le pouvoir. Parce que pour avoir de bons dirigeants, il faut d'abord avoir de bons citoyens. Si vous n'avez pas de bons citoyens, vous n'aurez pas de bons dirigeants. Mais si Azado va tendre la main au pouvoir, vous ne voyez pas qu'il sera maintenant à la dépendance du pouvoir. Et là, il ne va plus faire mieux son travail parce que là, il sera tout le temps dicté au pouvoir qui lui a financé pour organiser les séances d'éducation civique. Vous avez raison. Mais je pense que ça ne devrait pas être ça. Parce que la Constitution prévoit que le gouvernement doit pouvoir soutenir les organisations de la société civile. Ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent du peuple congolais, dont une partie peut être donnée à l'Azado pour faire ce travail-là. Mais souvent, nous ne sollicitons pas cet argent parce que dès qu'on vous donne l'argent, on va vous dicter ce que vous devez faire. Et là, vous tombez dans des travers qui vont faire en sorte que si vous voulez prendre position sur une question de droits de l'homme donnée, X va vous appeler pour vous dire « Mais comment vous ne m'avez pas consulté avant de prendre position ?» Or, une organisation comme la nôtre qui perd son indépendance, c'est une organisation dont la société n'a plus besoin. Parce que dans un système comme le nôtre, il est toujours important qu'il y ait des contrepoids. Les contrepoids sont les organisations, les contrepoids sont les organes de presse, les contrepoids sont les églises. Pour que nous ne puissions plus revenir à la dictature, il est important qu'on ait des voix dissidentes. Des voix qui soient capables de dire non, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, la direction vers laquelle vous allez, cette direction n'est pas bonne pour notre nation. Ces voix, elles sont importantes. Et comme je le dis toujours, un chef que ses collaborateurs, à qui ses collaborateurs ne savent pas dire non, ce chef-là, il est en danger. Parce que vous ne pouvez pas être entouré que des personnes qui vous disent oui. Même Jésus lui-même, au milieu de ses apôtres, il y avait ceux qui le contestaient. Alors, si vous êtes un être humain, vous êtes dans une réunion, tout le monde vous dit oui, et à chaque occasion, en tant que chef, vous devez savoir que vous êtes en danger. En regardant des alliances qui sont créées avec ceux qui ont désisté, en regardant aussi les dossiers sécuritaires de notre pays, est-ce qu'après les élections, le pays va rechercher la paix, les tissus sécuritaires vont s'améliorer, ou soit au moment où les autres ne vont plus avoir ce qu'ils vont chercher, ce qu'ils ont souhaité, ils vont continuer à créer l'insécurité au pays? Je pense que nous avons suivi les différents candidats présidents qui ont promis tous de restaurer la paix. Au cas où ils sont au pouvoir. Le cas où ils seraient au pouvoir. Et la question préoccupante aujourd'hui, c'est la question de l'occupation de notre pays par le Rwanda. Et j'aimerais ici profiter de l'occasion pour dire que personnellement, je suis déçu par la complaisance avec laquelle les différents candidats disent qu'ils vont résoudre le problème sécuritaire. Et personnellement, j'estime qu'ils ne connaissent pas les enjeux à l'est de la République démocratique du Congo. La question de la sécurité à l'est du pays, c'est une question de vie ou de mort pour le Rwanda. Comment ça? Tout simplement parce que tant qu'il y aura l'insécurité à l'est du pays, le Rwanda va continuer à puiser dans nos ressources naturelles
Et le Rwanda va avoir de l'argent pour faire fonctionner son pays et fonctionner le régime. En sorte que si aujourd'hui la sécurité est rétablie à l'est de la République démocratique du Congo, avec les niveaux de développement que le Rwanda a, sans ressources puisées illégalement dans notre pays, l'économie rwandaise va s'effondrer. Alors, nous Et devons si continuer. l'économie s'effondre au Rwanda, le pouvoir de M. Kagame va être mis en cause. C'est pour ça que vous voyez que chaque jour, le Rwanda ne cesse de renforcer les M23, d'envoyer des troupes, d'envoyer des équipements, pour que l'occupation du Congo ne finisse pas maintenant. Maintenant, quand on est conscient de cet enjeu important, on ne fait pas des propositions de complaisance. Or, en suivant tous les candidats, je dis que les propositions qu'ils ont faites sont des propositions de complaisance. J'ai entendu même quelqu'un d'entre eux qui disait que nous allons aller discuter de cette question aux Nations Unies pour que les Nations Unies nous aident. Mais les Nations Unies sont déjà au Congo. Et ce que les gens oublient, c'est que cette guerre de l'Est du Congo a été indirectement téléguidée par les États-Unis. Est-ce que vous pensez que le Rwanda, sans le soutien direct ou indirect des États-Unis, serait toujours en République démocratique du Congo? Non. C'est qu'il y a un problème sérieux. Et ce problème nécessite que nous, les Congolais, nous puissions nous mettre ensemble pour faire face à cette coalition internationale dont le but est d'arriver à la balkanisation du Congo. Si vous êtes demandé aujourd'hui, on a demandé à Zado de donner un chemin de sortie pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Vous allez commencer par quel point? Je vais commencer par d'abord discuter avec les dirigeants. Comme proposition auprès des dirigeants. Oui, pour comprendre s'ils comprennent ce qui se passe à l'Est. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe à l'Est. Parce que si vous êtes dans une situation que vous ne comprenez pas, il est impossible d'y apporter des solutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut identifier les faiblesses et les forces du Rwanda. Ça, pour moi, c'est le point de départ. Deuxième chose que je ferai, ou troisième chose, c'est de travailler à la consolidation de l'unité nationale. Qui ne va plus y aller avec tout ce qui est comme désistement, vous venez de le dire. Il y a de ces politiques-là qui ont désisté, pas pour l'intérêt général du pays, mais pour leurs intérêts privés. Et là, ils ont fait des unions, des alliances. Mais quand vous devenez président, la campagne est derrière nous. La campagne devient derrière nous. Oui. Et en ce moment-là, vous avez besoin même de vos adversaires pour pouvoir, n'est-ce pas, conduire le pays dans la bonne direction. Et je voudrais que cette fois-ci, celui qui va gagner les élections en tant que président de la République, qui ne considère pas que le fait de gagner est que nous avons d'un côté les gagnants et d'un autre côté les perdants. Il faut travailler à guérir les âmes. Parce que la campagne électorale crée des frustrations. La campagne électorale crée des fissures. Il faut chercher à remettre les cœurs ensemble. Parce que la campagne sera derrière nous. Et celui qui sera notre président devra considérer que toute la nation est à sa disposition, n'est-ce pas, pour pouvoir avancer. Qui ne considère pas le fait de gagner les élections comme étant, en fait, le fait d'exclure les autres de la gestion du pays. Prendre la direction du pays, c'est une chose, parce que là, nous sommes dans une compétition, mais construire le pays, on a besoin de tout le monde. On ne peut pas gagner dans une démocratie le pouvoir avec tout le monde. Mais dès qu'on a le pouvoir, la même démocratie nous demande d'ouvrir les yeux pour tendre la main à tout le monde qui soit capable d'apporter une contribution pour que le pays avance, pour que la guerre de l'Est
soit gagné. Ça, c'est important. Est-ce que peut-on dire que, en voyant l'allure où les choses à l'est de la République démocratique du Congo, peut-on dire que la situation de la guerre ici devient une affaire économique et pour les politiques et pour les services de sécurité? Il est clair que à l'est de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de richesses. Et vous connaissez la fragilité des Congolais que nous sommes. On est faible devant l'argent. C'est pour ça que nous sommes un des pays les plus corrompus du monde, mais aussi un pays où il y a trop peu de procès sur les faits de corruption. À un moment donné, nous devons nous remettre nous-mêmes en cause. Qu'est-ce qui se passe? Nous reconnaissons tous que le pays est corrompu, mais en même temps, nous avons trop peu de gens qui sont poursuivis pour des actes de corruption. Ça doit nous interroger. Et en nous interrogeant, nous pouvons nous dire, maintenant, faisons ce qu'il faut faire. Et vous savez que depuis le président Kabila, beaucoup de nos généraux étaient impliqués dans l'exploitation du coltan, de l'or. Comment voulez-vous que un général qui envoie son subalterne pour aller lui chercher de l'argent, de vente de l'or, du coltan chez un commerçant qui ramène par exemple 50 000 $, lui on lui donne 100 $, les jours où il y aura la guerre, ce militaire-là va rester là pour combattre. Il ne le fera pas. Parce qu'il voit que son chef fait les affaires au lieu, n'est-ce pas? Au lieu, n'est-ce pas, de faire la guerre. C'est pour ça que dans nos lois, on interdit aux militaires de faire le commerce. On interdit aux militaires de faire les affaires. Mais aujourd'hui, une grande partie de nos militaires est dans les affaires. Ça veut dire en d'autres termes qu'ils ont un cœur partagé entre faire l'armée et faire le commerce. Et ce qui est dommage, c'est que nous ne sommes pas toujours capables de nous assumer nous-mêmes. Vous êtes militaire, vous voyez que maintenant le commerce est plus intéressant qu'être dans l'armée, mais démissionne de l'armée, va faire le commerce. Mais nous voulons tenir entre nos mains deux choses interdites. En même temps, je vais être dans l'armée, en même temps, je vais faire les affaires. Les deux ne marchent pas ensemble. Et ça, il y a même les responsables supérieurs de l'armée qui connaissent qu'il y a certains généraux qui sont dans le commerce, mais qui n'agissent pas. Nous devons apprendre à nous assumer si nous voulons que ce pays aille de l'avant. Nous devons apprendre à éviter de protéger les malfrats parce qu'il est mon frère ou parce qu'il est mon ami. Quand ce nettoyage va se faire, les gens comprendront effectivement que la République est en train de prendre une autre dimension. C'est vrai que nous avons en face de nous les Rwandais, mais les Rwandais ont des relais. Rappelez-vous que le président de l'Assemblée nationale avait dit un jour en demandant aux députés nationaux de sortir des groupes armés. C'est clair que nous devons pousser les Congolais à s'assumer. Mais après ces durs-là, on a arrêté un des députés nationaux et on a vu certaines organisations de la société civile plaider pour les droits de l'homme par rapport à celui qu'on avait arrêté à un moment donné. C'est là que j'ai de la peine à comprendre notre société. Vous devez savoir que les droits de l'homme sont utiles pour tout le monde. Sont utiles pour celui qu'on arrête. Celui qu'on arrête, quel que soit ce qu'il a fait, il ne perd pas ses droits. Il a droit à ce que toutes les procédures prévues pour les juger soient respectées. Il a droit à ce quand il tombe malade, qu'il aille aux soins. Et surtout s'il fait les faux malades aussi, parce qu'on a vu la plupart de ceux-là qu'on arrête, une fois qu'il n'est pas arrêté, il est en bonne santé, et une fois qu'on a arrêté, il est en prison, là il devient malade. Non, je ne pense pas que nous pouvons arriver à une telle conclusion si facilement. Pour constater que quelqu'un est malade, vous n'avez pas besoin d'un avocat. Vous avez besoin d'un médecin qui vient, qui consulte la personne
et qui produit un rapport disant que la personne est malade, si ces rapports existent et qu'on constate que la personne est malade et que dans nos prisons, nous n'avons pas de structures qui puissent permettre à ce que sa prise en charge soit conséquente. Mais à quoi voulez-vous encore vous référer pour découvrir qu'une personne est malade si ce n'est pas au rapport des médecins? Je peux inventer que je suis malade. Et si on fait les diagnostics, on me passe par des examens, on découvre que je ne suis pas malade. Le médecin va dire, Monsieur Katende était menteur, il n'est pas malade, il est en bonne santé. Mais si le médecin vous dit que la personne est malade et que sa santé est mise en cause, laissez la personne aller se faire soigner. C'est le cas, par exemple, de Salomon Kalonda, le conseiller principal de M. Moïse Katumbi Chapwe. C'est monsieur, je l'ai vu, il est malade. Mais pourquoi on ne veut pas qu'il sorte du pays pour aller se faire soigner? Pourquoi on a permis, par exemple, à François Beya d'aller se faire soigner parce qu'il était malade, alors qu'il était poursuivi, et à M. Idi Kalonda, on dit non. On voit la teneur de gravité des griefs sur lui quand même aussi. Non, ça pèse aussi. mais c'est presque les mêmes griefs. Parce qu'on parle dans tous les deux cas de l'atteinte à la sûreté de l'État. Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi nous ne pouvons pas traiter tous les Congolais de manière égale? Pourquoi ceux qui sont au pouvoir oublient qu'un jour ils peuvent les perdre et qu'ils peuvent être traités de la même façon? Pourquoi l'expérience de l'UDPS qui a souffert dans ce pays n'éduque pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui d'éviter de traiter les autres comme les militants de l'UDPS étaient traités sous Mobutu et sous Kabila, père comme fils? Pourquoi? Quand nous comprendrons qu'avoir le pouvoir, c'est travailler dans l'intérêt de tous les citoyens, même ceux qui nous ont combattus, en ce moment-là, je pense que notre pays peut redémarrer. Pour vous libérer, président Jean-Claude Katinde, président de l'AZADO, Association africaine de défense et des droits de l'homme, parlons de l'état des lieux de nos prisons dans l'ensemble du pays. Je vais commencer par dire que les prisons de la République démocratique du Congo, nous ne cesserons de le dire, sont des mouroirs. On y envoie les gens non pas pour qu'ils soient rééduqués, qu'ils soient utiles à la société, mais on envoie les gens là-bas pour qu'ils meurent. Comment ça? Si déjà ici à Kinshasa, nous avons eu plusieurs morts l'année passée pour des cas de maladie, pour des cas de ceci ou de cela, maintenant imaginez-vous à l'intérieur du pays. Les gens qui sont en prison ne mangent pas. C'est vrai qu'il faut reconnaître que le gouvernement actuel a fait beaucoup d'efforts pour apporter régulièrement de la nourriture aux prisonniers, mais il faut dire aussi qu'il y a encore beaucoup de failles. Nous avons besoin de construire d'autres prisons pour que ceux qu'on envoie en prison soient dans les conditions acceptables. Parce que si vous voulez voir si un État respecte les droits de l'homme, il faut aller en prison et il faut aller à l'hôpital. Ces deux endroits-là vont vous indiquer quels sont les standards d'un État en matière de respect des droits de l'homme. Si maintenant là, nous allons avec vous à Makala, nous voyons comment les prisonniers sont, et que dans notre cœur monte un sentiment de dire, vraiment j'aurais voulu que je sois aussi en prison. En ce moment-là, on va dire le régime Tshisekedi a fait changer les considérations de droits de l'homme. Si vous allez à l'hôpital Mama Emo, vous voyez les conditions dans lesquelles nos concitoyens sont soignés et vous vous dites, non, j'aurais bien voulu que je sois malade. Vous savez, moi je suis un enfant Gécamine. Je suis né dans l'ancienne province du Katanga. J'ai grandi là-bas. J'ai fait toutes mes études là-bas.
Nous, quand on allait visiter un parent à l'hôpital Gécamine, on avait l'envie de rester à l'hôpital. Parce que les gens étaient alités dans de très bonnes conditions. On y servait de la bonne nourriture. Et nous, en tant qu'enfants, on avait envie d'aller là-bas. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, combien d'hôpitaux aujourd'hui, publics, vous avez l'envie d'y être? Quand vous y allez, vous êtes pressé d'y sortir parce que les conditions ne sont pas meilleures. Et si vraiment les régimes qui viendra veulent nous convaincre que c'est un régime qui respecte le droit de l'homme, nous allons les voir dans nos prisons, nous allons les voir dans les hôpitaux publics. Et donc, je conclus pour dire tout simplement que nos prisons aujourd'hui sont des mouroirs. Il est important que les prisonniers aient droit à un bon endroit pour dormir, les prisonniers aient droit à la nourriture et aient droit aux soins de santé. Et toutes ces choses manquent énormément dans notre prison. C'est par rapport à cette matière de la prison qu'on vous accorde 1 minute pour vous résumer dans tout ce que nous avons échangé dans cette émission sur la paillote. Nous avons parlé en fait de beaucoup de choses. Mais je voudrais, en m'adressant à tous ceux qui vont suivre cette émission, dire que la République démocratique du Congo, notre pays, est l'un des meilleurs pays du monde. Je sais que beaucoup de Congolais n'y croient pas, mais moi j'y crois fermement. Si vous pouvez savoir combien en vit la République démocratique du Congo pour l'exploiter, vous ne pouvez pas dormir et rester sans agir. Les élections qui vont venir, ce n'est pas la fin de la démocratie. Soyons conscients que nous allons aller aux élections. Il y aura d'un côté les perdants, il y aura d'un côté ceux qui vont gagner, mais nous devons faire en sorte que nous puissions préserver la cohésion, l'unité et aussi la paix dans notre pays. Penser à détruire notre pays parce que nous avons perdu n'est pas une bonne chose. Penser à confisquer à soi tout seul le pays parce que nous avons gagné, ce n'est pas une bonne chose. Les élections vont passer. Après les élections, nous serons toujours les hommes et les femmes, les citoyens et les citoyennes d'une même nation. Faisons les choses de telle sorte que la démocratie triomphe, que les meilleurs d'entre nous soient élus. Et c'est pour ça que j'appelle tous les Congolais, toutes les Congolaises à la surveillance citoyenne électorale. Ça veut dire quoi? Vous votez, vous restez là. Vous assistez à toutes les procédures jusqu'à l'affichage du procès verbal. Ce n'est pas assez, mais c'est déjà une première phase pour éviter la fraude et pour faire en sorte que la voix de chacun de nous soit respectée et que le président, les députés qui sortiront des urnes soient vraiment ceux-là qui sont choisis ou qui seront choisis par les Congolais. Merci. Merci. Voilà ce qui met un terme, mesdames et messieurs, à cette émission sous la paillote sur C24+. Je vous signale qu'on recevait Maître Jean-Claude Katende, il est président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO en sigle. Avec lui, on a échangé sur beaucoup de choses et on prend rendez-vous avec vous pour notre prochain numéro. Au revoir. Au revoir.